Tu peux avoir un bon salaire, des biens, une entreprise et malgré ça, ta famille peut se retrouver sans accès à ton patrimoine du jour au lendemain. Et ce que je vais te révéler au point 3, c'est la cause numéro 1 que je vois derrière les successions qui dérapent. Et 90% des chefs de famille ne voient pas venir ce point-là. Bonjour, je suis Olivier Dadieu, ex-DG de banque, fondateur de l'Académie SF 365 et auteur de ce livre « Vive libre, passionné et heureux » qui t'aide à prendre le contrôle de tes finances, retrouver la paix intérieure et tracer une voie sans stress vers la richesse intergénérationnelle. Si tu es nouveau sur la chaîne, je t'invite à t'abonner pour ne pas manquer nos prochains contenus. Alors, la vidéo d'aujourd'hui est extrêmement importante. Dans cette vidéo, je vais te montrer comment un patrimoine solide devient un patrimoine bloqué. En 3 étapes simples, je vais faire cette démonstration-là. Le premier blocage, c'est quoi? C'est l'accès, quand personne ne peut agir. Le deuxième, c'est la preuve, quand personne ne peut prouver. Et le troisième, et le plus important d'ailleurs, la décision. La pièce que beaucoup évitent. Et pourtant, c'est là que tout bascule. Le point 3 est celui que j'aurais aimé faire comprendre plutôt à beaucoup de familles que je vois au quotidien en détresse bien trop tard. Alors, avant d'entrer dans le vif du sujet, je te signale que la newsletter SF 365 de cette semaine aborde un angle complémentaire que je ne traite pas ici. Un angle plus analytique et plus structuré. On en reparle à la fin de la vidéo. Alors, le point 1 dont j'ai parlé tout à l'heure, c'est le blocage de l'accès. On sait que ça existe, mais personne ne peut agir. Concrètement, de quoi il s'agit? Les proches savent qu'il y a des choses, mais personne n'a les accès ni les informations pratiques pour accéder au patrimoine. Exemple très concret que j'ai vu sur le terrain, et je ne parle même pas de décès parce que peut-être de décès, on va déjà trop loin. Parfois, c'est juste une hospitalisation. Et qu'est-ce qu'on constate? Un téléphone verrouillé et dedans, tout, absolument tout. Mobile money ou Wave aujourd'hui, tous les différents mobile money qu'on peut avoir, les comptes, les codes, les emails, les contrats, tout est verrouillé dans un téléphone ou peut-être même dans un laptop. Personne n'a accès. Un compte bancaire au nom de, voilà, mais la procuration n'existe pas. On ne peut absolument rien faire. Une assurance souscrite un jour, mais personne ne sait chez qui, ni le numéro de police. Un business géré au quotidien par le père, mais aucune délégation, aucune signature alternative. Question directe pour toi. Si tu es indisponible pendant 30 jours, qui peut continuer à payer l'école des enfants? Qui peut accéder à la trésorerie? Qui peut parler à la banque? Qui peut récupérer des documents sans t'appeler? Et là, on comprend qu'il y a un vrai problème. Tu veux un chiffre simple, n'est-ce pas? Dans beaucoup de familles, plus de 70% des informations critiques sont là, dans la tête d'une seule personne. Et quand cette personne disparaît, ou peut-être même est juste diminuée, tout ralentit. Donc, en conclusion du point 1, je voudrais signaler que même avec un patrimoine réel, on voit des actifs, ta famille peut vivre une paralysie immédiate. Quand tu es indisponible, je n'imagine pas le pire, n'est-ce pas? Et donc, ça me permet de passer maintenant du point 1 au point 2. Maintenant que tu sais que l'accès peut bloquer, il y a un piège encore plus sournois. Même quand on a une partie des informations, on n'a pas ce qui compte vraiment. Et ça, c'est le point 2. Le point 2, c'est lequel? Le point 2, c'est le blocage de la preuve. On peut agir, mais on ne peut pas prouver, n'est-ce pas? Ta famille arrive chez un interlocuteur, je dirais peut-être à la banque, dans une administration, chez un partenaire, chez un locataire, chez un associé. Et là, la question piège tombe. Monsieur, ou madame, vous avez quel document? Et c'est là que beaucoup découvrent que le patrimoine n'est pas un tas d'actifs. C'est un dossier de preuves, n'est-ce pas? Et je vais partager avec toi quelques cas réellement observés sur le terrain depuis mon séjour à la banque et surtout maintenant aussi que j'accompagne des personnes à mettre de l'ordre dans leurs finances et structurer un patrimoine à transmettre. On voit dans plusieurs cas un terrain acheté depuis longtemps, 5, 10, 15, 20 ans, mais la preuve d'achat est incomplète. Parfois, on a engagé un dossier, on n'a pas pu aller jusqu'au bout, n'est-ce pas? Ou peut-être même le terrain est mis au mauvais nom, ou il est même complètement introuvable. On s'est dit, comme il y avait des coûts associés à la fin de la procédure, on verra ça plus tard.
On a le cas d'une maison construite, mais l'historique des paiements. Peut-être qu'on a acheté chez un promoteur, mais on n'a pas l'historique des paiements, on n'a pas les attestations, on n'a pas les plans, on n'a pas les quittances. Tout est dispersé. Un document par-ci et les autres documents, on les trouve peut-être même pas du tout. Ça, ce sont des cas courants que j'ai eus. Des personnes nous l'ont avoué à la banque et des personnes me l'avouent au quotidien, mais c'est des cas qui sont réels. Une participation dans un business. Tout le monde sait qu'il est associé, sauf que rien n'est formalisé concrètement, n'est-ce pas? Il n'y a pas un document vraiment formel qui montre que les droits sont bien consolidés. On a le cas des loyers encaissés. Tout le monde, de fait, on observe que cette personne était le bailleur puisqu'elle encaissait des loyers depuis des années. Mais au moment de défendre les droits, les pièces justificatives manquent. Et c'est ça, malheureusement, qui arrive quand on n'a pas su préparer tout ce qu'il fallait avant. Question directe pour toi. Si ton conjoint devait prouver demain que tel bien t'appartient ou bien appartient à votre communauté familiale, il prend quoi exactement dans la main pour pouvoir le faire? Ça, c'est compliqué, n'est-ce pas, dans beaucoup de cas. Et tu sais ce qui crée la panique? Alors, ce n'est pas forcément l'absence d'actifs. C'est la phrase « d'accord, on a compris, on va chercher les documents ». On va chercher les documents là, c'est parfois compliqué. Pourquoi? Parce que chercher peut durer des mois et même des années. Et pendant ce temps, il y a des impôts, des charges, des conflits, n'est-ce pas, qui couvrent, des opportunités perdues. Donc, c'est un risque qu'on ne devrait pas prendre. Donc, en conclusion de ce point 2 là, je voudrais juste signaler que sans preuve accessible et cohérente, ton patrimoine devient contestable, il devient lent. Les ayants droit, par exemple, pour avoir accès, ça va prendre une éternité. Et d'ailleurs, même le patrimoine devient plus vulnérable. Donc, le point 2 était important, c'est vrai, n'est-ce pas? Mais le point 3, celui dont j'ai parlé dès le début, celui que je vous ai dit qu'il était très important, c'est là qu'on va vraiment changer quelque chose. Parce que même quand l'accès est bon, même quand les preuves existent, la succession peut exploser. On le voit déjà de plus en plus dans nos familles. Et même dans des familles monogamiques, ça aussi, ça arrive. Alors, le blocage de la décision, c'est le point 3. Tout le monde a des droits, mais personne n'a une direction claire. Et voici le point le plus critique. Et je vais être très direct. Beaucoup de familles ne perdent pas l'argent parce qu'il n'existe pas. Non, ce n'est pas ça vraiment le problème. Elles le perdent parce qu'il n'y a pas de décision structurée. Il n'y a pas de règles claires. Il n'y a pas de qui fait quoi. Pas de qui reçoit quoi. Pas de comment est-ce qu'on arbitre si on a une situation devant nous. Et attention, la plupart pensent que le problème, c'est l'entente familiale. On va s'entendre, on a une famille, on va s'entendre. Quand parfois le père, le patriarche vit, il y a encore cette facilité de pouvoir s'entendre. Mais l'entente familiale ne remplace pas un système. Parce que demain, quand les individus changent de mindset, changent d'attitude, c'est le système qui protège tout le monde. Je te donne un cas concret que j'ai vu très fréquent. Un père a plusieurs enfants et dans nos familles africaines, parfois, il a les enfants dans plusieurs foyers donc, ou de plusieurs mamans. Il y a un ou deux biens immobiliers, un petit portefeuille et une activité, un business que le père avait et tout le monde sait. Il n'a jamais voulu, ce papa-là, choquer la famille avec des décisions écrites. Je comprends qu'en Afrique, nous avons, consciemment ou inconsciemment, une vraie peur des questions liées à la mort. Donc, on souhaite parfois ne pas en parler et parfois, dans ce cas, on ne veut pas choquer la famille en prenant des décisions écrites. Même si on n'a pas dit ici qu'il faut décision écrite veut dire décision publique. Non, ce n'est pas ce qu'on dit. Mais on parle de décision écrite, ça veut dire que le moment venu, on sait pouvoir y accéder. Alors, résultat, après son indisponibilité, l'indisponibilité du chef de famille, tout le monde veut juste être équitable. Mais quand je dis équitable, est-ce que l'équitable de chacun peut être la même chose? L'équitable de chacun, dans bien des cas, est différent. Et c'est ça la vraie question. Alors, j'ai une question brutale pour toi. Est-ce que tu préfères être aimé aujourd'hui parce que tu évites le sujet ou être respecté demain parce que tu as protégé tout le monde? Tu es parti, mais en laissant ta famille dans la paix. Et voici la mécanique qui détruit tout, étape par étape. Le premier point,
c'est de laisser un peu le flou sur la répartition. Voilà, il n'y a pas de raison très claire. Donc, quand il y a un flou sur la répartition du patrimoine, ce qui va se passer, c'est quoi? Chacun interprète. Le deuxième point, ce sont les interférences. Nous sommes en Afrique et on sait que tout n'est pas linéaire. La famille nucléaire n'est pas suffisante. Il y a des oncles, il y a des tantes, il y a des conseillers, des amis très proches et tout. Et il y a une grosse pression communautaire qui va venir entrer en jeu. Le troisième point, c'est le blocage de signature. Personne ne veut prendre la responsabilité. Dans certains cas, on l'a vu souvent. Personne ne veut prendre la responsabilité. Qui c'est qui va se mettre devant pour pouvoir faire avancer les choses? Le quatrième point, tout le monde est occupé parfois et occupé parfois pour des distractions, alors qu'on a des sujets qui sont de vrais sujets qui peuvent, s'ils couvrent, créer plus de problèmes à la famille. Le quatrième point, c'est différentes procédures. Le temps, malheureusement, devient ton ennemi, n'est-ce pas? Quand il y a tellement de procédures à mener sur le plan administratif, sur le plan des institutions, sur le plan des différents partenaires bancaires et tout. Le cinquième point, ce sont des pertes, n'est-ce pas? Parfois, il y a des dettes. Pendant qu'on est en train de faire tout ceci, il y a des dettes qui se dégradent, des intérêts sur les intérêts, n'est-ce pas? Parce qu'il y a des intérêts de retard qui seront là. Il y a des frais qui vont être engendrés. Il y a des opportunités ratées. Il y a des actifs bradés parfois pour juste relancer la machine et empêcher que la famille soit complètement paralysée. Ce sont des cas que j'ai vécu encore et encore pendant mon séjour à la banque. Et parfois, il fallait des décisions d'urgence. Faire des avances de Harry, par exemple, faire des décisions où on va au tribunal dans l'urgence. À ce moment, on engage des frais bien au-delà de ce qu'on aurait pu engager pour formaliser, pour structurer le patrimoine. Voilà. Il y a un sixième point qui est important aussi, malheureusement, c'est la rupture. La famille se fracture parfois définitivement. Un petit crack comme ça va s'ouvrir et ça devient une vraie bataille rangée. Parfois, c'est pas seulement deux frères, mais c'est deux frères avec leur petite famille nucléaire aussi, n'est-ce pas? Ou des petites armées de frères qui se mettent en ordre de bataille. Et ça, c'est quelque chose qui est évitable. La révélation, c'est quoi? Le vrai sujet n'est pas seulement avoir des documents. Le vrai sujet, c'est as-tu pris la décision de structurer ta transmission pendant que tu es vivant, pendant que tu es lucide, pendant que tu es respecté de tous tes enfants et de toute ta famille? Très souvent, quand le chef de famille est présent, beaucoup de personnes ne parleront pas. Mais une fois que tu es parti, tout le monde aura quelque chose à dire. Et quand je dis structurer, je ne parle pas de faire peur ou de faire quelque chose de compliqué, non. Je parle d'un cadre simple, d'un cadre actionnable, de manière pratique. Qui est informé? Et je te recommande par exemple au minimum une personne de confiance. J'aime souvent dire 2 personnes de confiance parce que quand on a 2 personnes de confiance, on est sûr que personne ne va l'accuser d'avoir dissimulé des informations parce que tu as pris la peine d'avoir 2 personnes de confiance. Ça peut être une personne dans ta famille, ça peut être une personne à l'extérieur de ta famille. Deuxième point, où est l'inventaire des actifs? Est-ce qu'on peut retrouver ça quelque part? Troisième point, qui contacte qui en cas d'urgence? S'il y a un problème, peut-être que tu es simplement indisponible, peut-être que tu es simplement invalide. Je n'imagine pas le pire. Qui contacte qui dans ces cas-là? Et quel est le principe de répartition et de gouvernance? Est-ce que tout ça est consigné quelque part? Et oui, les volontés écrites, assumées, cohérentes et même surtout vérifiables. Ça, c'est très important. Parce que sans décision, ton patrimoine devient quoi? Ça devient un objet social. Ça devient un objet où chacun met la main dessus, chacun met la bouche dessus, comme on dit chez nous. Chacun donne son avis et plus personne ne protège l'essentiel. Les enfants, ton conjoint et la continuité d'un héritage que tu as bâti pendant des décennies. Alors, si tu veux aller plus loin, n'est-ce pas, la newsletter SF365 de cette semaine apporte un niveau 2. Un angle que je n'ai volontairement pas développé ici et qui aide à comprendre pourquoi le risque augmente en ce moment et comment éviter les erreurs invisibles que font les cadres et chefs de famille. Alors pour accéder à la newsletter, c'est ici, tu suis le lien ou tu scannes le QR code qui s'affiche, n'est-ce pas? Si cette vidéo t'a parlé, mets un like et dis-moi en commentaire juste un mot, structure. Je saurai que tu fais partie de ceux qui veulent protéger leur famille pour de vrai. Abonne-toi si ce n'est pas encore fait. Et surtout, va t'évaluer maintenant.
Fais le diagnostic Sérénité patrimoniale 365. Ça te prend 5 minutes et tu reçois ton score et un rapport personnalisé. Va sur ce lien qui s'affiche ou scanne le QR code pour pouvoir faire le quiz maintenant. On se retrouve dans la newsletter SF 365 pour le niveau 2 qui vient compléter cette vidéo. Donc, encore une fois, voici le lien d'accès à la newsletter. Abonne-toi et chaque semaine, tu recevras les newsletters, mais également nos contenus. À ta sérénité et à très bientôt.